Faut-il absolument réduire les dépenses publiques, comme l'affirme le questionnaire du Grand Débat national? Questionnaire qui, soit dit en passant, ne laisse pas la moindre place au débat sur cette question. Alors on entend parfois que la France a le record du monde des dépenses publiques, et on en conclut un peu hâtivement qu'elle dépense trop. En fait, si on fait une comparaison au niveau européen, on doit bien reconnaître que la France a un niveau de dépenses publiques plus élevé que la moyenne européenne. Mais cette différence provient essentiellement des prestations sociales, qui représentent 32% du PIB, et non des services publics. Or, les prestations sociales sont une caisse commune qui permet de couvrir les besoins de chacun d'entre nous quand nous nous retrouvons au chômage, que nous avons besoin de soins ou que nous parvenons à l'âge de la retraite. Et la France a fait le choix d'un meilleur niveau de retraite, d'allocation chômage, d'allocation familiale, d'aide au logement et de remboursement des soins que ses voisins. Et elle consacre donc 5 points de plus de PIB que la moyenne des Européens à redistribuer des revenus, ce qui permet de réduire les inégalités. Et ça marche, puisque le taux de pauvreté en France est l'un des plus faibles en Europe. Quant au service public à proprement parler, la France est dans la moyenne européenne, sachant qu'elle est très au-dessus pour la défense et très en dessous pour l'éducation. Car la France dépense moins d'argent par élève que ses voisins, notamment parce qu'elle paye moins ses profs avec des classes plus nombreuses. Maintenant, au-delà de cette comparaison européenne, regardons la réalité en face, concrètement. Premièrement, il est évident qu'on manque de moyens et de personnel dans les hôpitaux, la police, l'éducation, la justice, l'inspection du travail, le contrôle sanitaire, les caisses d'assurance maladie, etc. Deuxièmement, on ne peut que souhaiter le retour des antennes de l'URSSAF, de la CAF, de la Sécu dans les petites villes, car leur disparition oblige les habitants à faire des kilomètres pour certaines démarches administratives, ce qui, outre la fatigue et le coût, n'est pas très écologique. Troisièmement, la suppression des emplois aidés et des subventions à de nombreuses associations qui font un travail remarquable menace la cohésion sociale. Et enfin, les files d'attente dans de nombreuses administrations et le délai de traitement des dossiers montrent bien qu'il y a un manque de personnel, alors que dans les commerces ou les entreprises privées, vous avez rarement de telles files d'attente car le personnel est en nombre suffisant. Alors pourquoi cela? Parce que les commerces et les entreprises privées peuvent adapter facilement leurs prix pour rendre le meilleur service possible et attirer les clients, alors que le mode de financement de l'État fait qu'il est difficile d'augmenter les recettes pour fournir un meilleur service. Alors bien sûr, on peut toujours améliorer l'organisation des services publics, accroître leur efficacité et améliorer leur qualité, tout en réduisant certains coûts. Mais globalement, si on est honnête, il est totalement évident qu'on manque de fonctionnaires pour assurer des services publics de qualité. Et si les gouvernements successifs cherchent à réduire le nombre de fonctionnaires, c'est essentiellement pour des raisons budgétaires. Par conséquent, ce qui pose problème, ce n'est pas le niveau des dépenses publiques, mais la façon dont elles sont financées. Comme vous pourrez le voir dans les 2 vidéos suivantes qui sont intitulées « Des services publics tributaires des marchés financiers » et « Des services publics tributaires du secteur marchand ». Et par conséquent, il est urgent d'imaginer un nouveau système de financement des services publics et de la sécurité sociale, comme je le propose dans la 4e vidéo de cette série de vidéos intitulée « Comment sauver les services publics et la sécurité sociale ». D'après le questionnaire du Grand Débat national, il faut absolument réduire les dépenses publiques. Et pourtant, nous savons tous qu'on manque de personnel et de moyens dans les hôpitaux, la police, la justice, les prisons, l'éducation nationale, Pôle emploi, etc. Alors que faire? Comment assurer des recettes suffisantes et régulières pour financer les services publics? Le problème est le suivant.
Le budget de l'État est aujourd'hui financé à 75% par des recettes fiscales, c'est-à-dire par les impôts et les taxes. Mais les recettes fiscales sont, par nature, fluctuantes puisqu'elles dépendent de l'activité économique. Ainsi, en 2009, les recettes fiscales ont baissé de 12% par rapport à 2008, ce qui a obligé l'État à emprunter plus que d'habitude pour continuer à financer les services publics. Mais l'État a aussi intérêt à s'endetter pour éviter d'augmenter trop les impôts et les taxes, car une augmentation des impôts peut réduire le pouvoir d'achat et donc l'activité économique, et parfois générer des révoltes comme celle des Gilets jaunes aujourd'hui. Par conséquent, les gouvernements préfèrent souvent accroître la dette plutôt que d'augmenter les impôts. Et c'est pourquoi en 2019, 25% du budget de l'État sera financé par le marché obligataire, qui est le marché financier sur lequel l'État s'endette. Sauf qu'il y a une limite à l'endettement. Et cette limite, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Concept que je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible, car il permet de comprendre pourquoi l'État est aujourd'hui contraint de réduire les services publics. Alors revenons-en au budget de l'État. Pour 2019, donc, l'État prévoit un déficit budgétaire de 107 milliards d'euros sur 400 milliards d'euros de dépenses, ce qui signifie que 25% du budget de l'État va être financé par le marché obligataire. Alors, ce chiffre de 25% est méconnu parce qu'on parle beaucoup plus souvent du déficit des finances publiques. Finances publiques, ça inclut l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Et donc, ce déficit des finances publiques ne doit pas dépasser 3% du PIB selon les traités européens. En réalité, pour 2019, le déficit des finances publiques sera encore légèrement supérieur à 3% du PIB. Il sera autour de 80 milliards d'euros pour un PIB qui est de 2420 milliards d'euros à peu près, alors que le déficit de l'État en lui-même représentera environ 4,4% du PIB, puisque les collectivités locales et la sécurité sociale sont en excédent. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les dépenses de l'État dépendent, à hauteur de 25%, des marchés financiers. Pour avoir une idée de ce que ça représente concrètement, donc 107 milliards d'euros, ça permet de financer l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, la police et la justice. Donc si demain, les marchés financiers ne veulent plus financer l'État français, comment ferons-nous pour assurer les services publics ? Mais me direz-vous, pourquoi les marchés financiers ne voudraient-ils plus financer l'État ? Quel est le risque ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Pour cela, il faut que je vous explique comment fonctionne le marché obligataire et ce qu'est une obligation. Alors, je vais vous prendre le cas d'abord d'une obligation classique, c'est ce qu'on appelle une OAT, l'obligation assimilable du Trésor, à taux fixe, qui représente l'essentiel des émissions d'obligations à moyen et long terme de l'État. Donc imaginons que je sois l'État et que vous soyez des investisseurs en capacité de me prêter de l'argent. Je vais donc émettre une obligation de 100, donc voilà, ça peut être une obligation, que vous allez m'acheter, donc vous allez me donner de l'argent, en échange de 3 promesses que moi je vais vous faire. Voici les promesses. La première, c'est que je vais vous promettre de vous verser chaque année une petite somme fixe et déterminée à l'avance, qu'on appelle un coupon. Ainsi, si je vous verse un coupon de 1 sur une obligation de 100, on dira que le taux d'intérêt est de 1%. La deuxième promesse que je vais vous faire, c'est que je vais vous promettre de vous rembourser cette obligation à son terme. Par exemple, s'il s'agit d'une obligation sur 10 ans, je vous rembourserai donc 100 dans 10 ans. Et la troisième promesse que je vais vous faire, c'est que je vous promets que vous aurez le droit de revendre à tout moment cette obligation sur un marché qu'on appelle le marché secondaire,
où les prix des obligations varient en fonction de l'offre et de la demande. Donc vous voyez bien la différence qu'il peut y avoir entre un prêt classique et une obligation. Cette différence, elle tient essentiellement dans l'existence d'un marché secondaire, marché sur lequel vous pouvez revendre les titres de dette que vous détenez. Alors, il faut tout d'abord reconnaître une chose importante, c'est que le marché secondaire a pour vertu d'accroître le nombre de prêteurs potentiels. En effet, par rapport à un système de prêt classique dans lequel vous ne pouvez récupérer votre argent que selon un calendrier qui est prévu à l'avance, à l'inverse, sur le marché obligataire, vous prêterez beaucoup plus facilement votre argent car vous savez que vous pourrez à tout moment revendre vos obligations. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des marchés financiers. Oui, mais ça pose un énorme problème, et c'est une énorme contrainte pour l'État, puisque dans ce système des marchés financiers, vous voyez bien que les investisseurs peuvent se retirer à tout moment. Ils peuvent même choisir de revendre leurs obligations à perte. Cela oblige donc l'État à séduire et à rassurer les investisseurs du monde entier en permanence, sachant que la dette publique française est détenue à 53% par des investisseurs étrangers. Ce système mondial des marchés financiers fait donc que l'État se retrouve en compétition permanente avec tous les autres États du monde, mais aussi avec tous les autres placements. Les investisseurs faisant un arbitrage entre le rendement, plus ou moins important, de chaque placement et le risque, effectivement, qu'il y a sur chaque placement. Et la pression pour attirer les investisseurs est d'autant plus forte que l'État ne rembourse pas ses emprunts avec ses recettes fiscales, mais en réempruntant à nouveau. Sauf bien sûr s'il a un excédent budgétaire, mais ça n'est pas arrivé en France depuis 1974. Ça signifie donc qu'il doit émettre de nouvelles obligations pour rembourser les anciennes, ce qui augmente d'autant le nombre d'obligations pour lesquelles il doit absolument trouver preneur. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, l'État émettra environ 200 milliards d'euros d'obligations à moyen et long terme, dont 100 milliards à peu près pour financer le déficit et 100 milliards à peu près pour rembourser les obligations qui sont arrivées à échéance, auxquelles il faut également rajouter 100 milliards de bons du Trésor à moins d'un an qui servent pour financer le décalage entre les recettes et les dépenses de l'État, ce qu'on appelle la trésorerie. Donc ça signifie donc que pour 2019, l'État va devoir vendre 300 milliards d'euros d'obligations, alors que sa dette va frôler les 100% du PIB cette année et qu'elle s'accroît chaque année. C'est un sacré challenge, car il faut convaincre chaque année que l'État sera bien en capacité de continuer à rembourser les obligations dans 5, 10, 20 ou 30 ans, selon la maturité des obligations qui sont émises, et qu'il sera également en capacité de payer les intérêts chaque année, sachant qu'en 2019, il consacre déjà 42 milliards d'euros, soit 11% de son budget, au paiement des intérêts de la dette, ce qu'on appelle le service de la dette. Par conséquent, l'État doit envoyer en permanence des signes pour rassurer les marchés dont la seule préoccupation est la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire le fait que l'État soit en capacité, à moyen et long terme, de payer les intérêts et de rembourser les obligations à échéance. Et ceci est valable quel que soit le niveau des taux d'intérêt, même s'ils sont très bas, comme en ce moment. Donc dans ce système, la soutenabilité de la dette est une priorité absolue et incontournable, qui passe avant la qualité des services publics. Alors on peut le déplorer, mais on est obligé de le reconnaître si on veut trouver des solutions pour sortir de ce piège. Car pour le moment, la chose est très simple. Si l'État perd la confiance des marchés,
il n'aura plus les moyens de financer les services publics. C'est cette contrainte de soutenabilité de la dette qui explique que le gouvernement n'ait pas laissé de place à un débat sur le niveau des dépenses publiques dans le questionnaire du grand débat national, puisqu'il y affirme qu'il faut réduire le déficit, la dette et les dépenses publiques. Il laisse juste aux Français le soin de choisir quels services publics et quelles prestations sociales il faut réduire. En vérité, ce qui est absurde avec ce système de financement, c'est que la qualité des services publics dépend de la confiance des marchés financiers et que cela oblige l'État à encourager la croissance du secteur marchand afin d'être en mesure de payer les intérêts et de rembourser les obligations à terme. Alors que la qualité des services publics devrait en toute logique dépendre uniquement des ressources humaines et matérielles disponibles et devrait donc être financée en toute indépendance en fonction des besoins d'éducation, de soins, de sécurité, de justice, etc. Et dans ce cadre, compter sur les seules recettes fiscales n'est pas non plus une solution, pour des raisons écologiques et de stabilité des ressources notamment, comme je l'explique plus en détail dans la vidéo suivante intitulée « Des services publics tributaires du secteur marchand ». Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions que je présente dans la vidéo intitulée « Un nouveau système de financement des services publics et de la sécurité sociale ». Et autre bonne nouvelle, si on met en œuvre ces solutions, les générations à venir n'auront pas à payer la dette publique, dont elles ne sont pas responsables. Regardons les choses en face. Aujourd'hui, nous vivons dans un système dans lequel la qualité des services publics, qui concerne tout le monde, dépend de deux choses. Premièrement, les recettes fiscales, qui elles-mêmes dépendent de la croissance du secteur marchand essentiellement. Et deuxièmement, la capacité de l'État à s'endetter, qui dépend lui-même de la confiance des investisseurs dans la capacité de l'État à continuer à payer les intérêts sur sa dette. Cela signifie donc que dans ce système dans lequel nous vivons, la qualité des soins dans les hôpitaux dépend du nombre de voitures ou d'avions vendus. Que la qualité de l'éducation dépend du nombre de jeux vidéo vendus ou de touristes accueillis. Vous trouvez ça absurde ? Pourtant, c'est la réalité. Les services publics sont bien financés par les impôts et les taxes prélevées sur l'activité marchande. Par conséquent, plus le secteur marchand vend de biens et de services, et plus l'État dispose d'argent pour financer les services publics. Pour avoir des services publics de qualité, nous avons donc intérêt, dans ce système, à consommer le plus possible. D'ailleurs, si les économistes et les responsables politiques se désolent de l'augmentation, même très légère, des dépenses publiques, et que dans le même temps, ils appellent de leur vœu une relance de la consommation de biens et de services marchands, ce n'est pas parce que les biens marchands seraient plus utiles ou plus bénéfiques à la population que les biens publics. Qui peut sérieusement affirmer que la qualité des soins, de l'éducation, la justice, de la sécurité, des transports publics sont moins importants que la qualité des logements, de la nourriture, une voiture, des vêtements, etc. Tout cela est important, sans qu'il soit possible d'établir une hiérarchie entre ce qui est privé et public. La vérité, c'est que la seule raison pour laquelle on cherche à faire de la croissance dans la sphère marchande et à réduire la sphère publique, c'est à cause de leur mode de financement respectif. Mais le problème, c'est que tant qu'on ne s'autorise pas à imaginer un autre système de financement de l'État, on ne peut pas en prendre conscience. Car quand on est habitué à un système,
on a du mal à s'imaginer qu'il puisse fonctionner autrement. On trouve juste que c'est normal qu'il fonctionne comme ça. Et pourtant, le système actuel n'est ni logique, ni cohérent, ni efficace, ni adapté aux défis que nous avons à relever, notamment la transition écologique. Je m'explique. D'un côté, l'État est financé par des prélèvements obligatoires sur l'activité économique et par un emprunt sur l'épargne existante. Les ressources de l'État sont donc, par nature, limitées et difficiles à obtenir, car l'impôt suscite des résistances légitimes. De l'autre, les ménages et les entreprises peuvent être financés par une ressource quasi illimitée qui s'appelle le crédit bancaire. En effet, les banques peuvent créer de la monnaie à volonté, ou presque, car elles ont le droit de créer de la monnaie ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, quand elles accordent des crédits. En effet, l'argent des crédits ne provient pas de l'épargne, contrairement à un mythe encore largement entretenu, mais il provient de nulle part. Par conséquent, dans le système actuel, on a le droit de créer de l'argent pour financer l'immobilier, qui représente 80% des crédits aux particuliers, mais pas pour financer des choses aussi essentielles et vitales que la santé, l'éducation ou la qualité de notre environnement. Qu'est-ce qui justifie une telle différence? En vérité, il n'y a rien de logique là-dedans. En outre, ça pose un problème systémique fondamental. Car pour préserver les services publics, ça oblige l'État à pousser les entreprises à vendre un maximum de produits, ce qui n'est pas écologique. Par ailleurs, pour assurer un bien-être durable de la population, il est souhaitable d'embaucher du personnel dans les hôpitaux, la police, la justice, à Pôle emploi, à l'assurance maladie, etc. Il est également souhaitable d'embaucher des professeurs qui vont aider les élèves à adopter un mode de vie plus écologique, ce qui devrait avoir un impact sur les familles des élèves. Et à l'inverse, d'un point de vue écologique, il est souhaitable de fabriquer des produits plus durables, notamment dans l'électroménager, la téléphonie, l'habillement, etc. Par conséquent, il n'est pas souhaitable qu'il y ait de la croissance dans ces domaines marchands. À l'inverse, on aura besoin de recruter massivement dans les années à venir, dans l'agriculture durable, dans les énergies renouvelables ou l'isolation thermique des bâtiments qui, eux, font partie du secteur marchand. Globalement, il n'est pas sain de devoir compter sur la croissance du secteur marchand pour financer les services publics. D'autant qu'il est souhaitable que certains secteurs marchands, comme l'habillement, l'électroménager ou les smartphones par exemple, décroissent. Et donc pour éviter ce piège dévastateur, il faut absolument changer le mode de financement de l'État. Il faut que l'État ait accès à des sources faciles, sûres, régulières de financement pour assurer des services publics de qualité. Et pour cela, il faut qu'il ait directement accès à la source de création monétaire qui aujourd'hui est réservée aux banques. En clair, il faut qu'il puisse créer de la monnaie pour financer les services publics. Quant au financement par le marché obligataire, il faut bien reconnaître que ce système fragilise encore plus les États les plus vulnérables comme l'Argentine, la Grèce ou le Venezuela. Et si les États les plus stables et les plus puissants ont le sentiment d'être gagnants, car ils arrivent à écouler facilement leurs obligations à des taux très faibles, c'est le cas notamment de l'Allemagne et de la France aujourd'hui, en fait, aucun pays n'est gagnant dans ce système, car tous sont poussés à réduire la qualité de leurs services publics pour attirer l'épargne du monde entier. Par conséquent, tous les États du monde ont intérêt à changer de mode de financement. Et je vous invite maintenant à découvrir la vidéo intitulée « Un nouveau système de financement des services publics et de la sécurité sociale ».
il est tout à fait normal et même inévitable que le mode de financement de l'État change de temps en temps pour diverses raisons. Ainsi, au cours de l'histoire de l'humanité, les États ont été financés par des systèmes de prélèvement des impôts et des systèmes d'endettement très différents selon les pays et selon les époques. Ainsi, le recours au marché obligataire ne s'est généralisé dans le monde qu'à partir des années 1970. Pendant les Trente Glorieuses, en France, c'est un autre système qui prévalait, le circuit du Trésor, dans lequel les banques étaient contraintes de mettre à disposition de l'État une partie des dépôts. Par conséquent, il est tout à fait possible que les États décident de changer à nouveau de mode de financement dans les années à venir. Et ce pour deux raisons principales. D'abord parce qu'ils sont surendettés et que cela les oblige à réduire les services publics et les prestations sociales, ce qui génère un fort mécontentement dans la population. Ensuite, parce que le mode de financement actuel les oblige à pousser le secteur marchand à faire de la croissance à tout prix, ce qui est incompatible avec les contraintes écologiques. Les États ont donc intérêt à changer de système le plus vite possible. Encore faut-il qu'ils sachent quel nouveau système mettre en place. Alors voilà ce qu'on pourrait faire. Dans un premier temps, on pourrait introduire une dose de création monétaire publique qui permettrait de combler les manques quand les impôts et la dette ne suffisent pas à financer les services publics ou la sécurité sociale. Ainsi, plutôt que d'emprunter l'argent qui lui manque, l'État pourrait le créer. Mais me direz-vous, est-ce que ça ne risque pas de créer de l'inflation ? Eh bien, en fait, non, pas si l'État dispose également d'un pouvoir de destruction monétaire. Ainsi, en cas de tension inflationniste, c'est-à-dire quand l'inflation commence à être trop élevée, l'État pourrait retirer de la monnaie en circulation en augmentant provisoirement certaines taxes dont la recette supplémentaire serait immédiatement détruite. Détruire de la monnaie était une chose inconcevable jusque-là parce que les États en manquaient toujours. Mais dès lors qu'il peut en créer à volonté, ça ne pose plus de problème. Et ça pourrait même être un excellent moyen d'accompagner la décroissance dans certains secteurs d'activité. Et vous dites peut-être que si l'État avait le pouvoir de créer de la monnaie, il en abuserait. Bien aujourd'hui, ce pouvoir de création monétaire est réservé aux banques. Or, dans les années 2000, les banques ont créé beaucoup trop de monnaie, en accordant trop de crédits immobiliers, ce qui a fini par provoquer la crise de 2008. On ne peut donc pas dire que les banques gèrent sagement le monopole de la création monétaire qui leur a été confié. Imaginons maintenant que l'État crée de la monnaie pour embaucher des infirmières, des policiers, mieux payer les professeurs, relever les minima sociaux, favoriser le ferroutage, etc. Ne serait-ce pas largement préférable au fait de nourrir des bulles spéculatives et de provoquer des crises financières comme le font actuellement les banques ? En vérité, je pense qu'il est tout à fait possible d'établir des règles qui feront que la création monétaire publique sera plus bénéfique pour la société que la création monétaire réservée aux seules banques comme aujourd'hui. Mais toutes ces embauches et ces hausses de salaire ne risquent-elles pas de provoquer tout de même une inflation excessive ? Eh bien, en vérité, rien n'est moins sûr. Alors, pour avoir un éclairage approfondi sur ce sujet complexe, je vous invite à regarder ma vidéo ou à lire mon article sur le mythe de la planche à billets, où j'explique notamment pourquoi une injection de monnaie supplémentaire ne génère pas automatiquement de l'inflation, contrairement à un mythe largement entretenu. En fait, ce nouveau système de financement de l'État aurait de nombreux avantages. D'abord, il permettrait de garantir des recettes régulières pour financer les services publics et la sécurité sociale. Ensuite, il permettrait de financer des dépenses massives et provisoires, comme celle de la transition écologique, sans contrainte d'endettement et sans contrainte
de rentabilité, ce qui faciliterait grandement l'isolation thermique des bâtiments, la conversion des fermes à une agriculture durable et l'extension des réseaux de transport public notamment, dont on sait qu'ils ne sont pas rentables à court ou à moyen terme. Enfin, il permettrait de ne plus être contraint de faire de la croissance à tout prix et permettrait d'encourager la décroissance de certains secteurs d'activité. Mais pour cela, il faudra se libérer également de la contrainte de soutenabilité de la dette qui oblige à promettre de la croissance pour être en mesure de payer les intérêts et de rembourser les obligations à moyen et à long terme. Et c'est justement grâce à la création monétaire publique qu'on va pouvoir se débarrasser de la dette. Alors comment ? Eh bien, en créant de la monnaie, l'État va pouvoir racheter toutes les obligations à leurs détenteurs, qui vont ainsi récupérer leur épargne, une épargne qui est généralement destinée à leur retraite ou aux études des enfants, et qui n'a donc pas vocation à être dépensée immédiatement. Il n'y a donc pas de risque particulier d'inflation. Quant aux obligations qui sont aujourd'hui détenues par les banques ou par les fonds de pension, elles n'ont pas non plus vocation à être dépensées immédiatement, il n'y a donc pas de risque d'inflation non plus. En outre, cela aurait pour vertu de réduire les inégalités, car aujourd'hui, pour financer les services publics, l'État verse 42 milliards d'euros, soit 11% de son budget, sous forme d'intérêts aux épargnants qui veulent bien lui prêter de l'argent. Ce faisant, il enrichit donc ceux qui ont déjà la capacité de mettre de l'argent de côté, ce qui accroît les inégalités de revenus. Globalement, l'idée, c'est de se libérer de cette contrainte de croissance systémique pour pouvoir financer ce dont on a vraiment besoin sans difficulté. Alors j'imagine bien que vous doutez qu'il soit possible de supprimer les marchés financiers. En fait, ce dont il faut avoir bien conscience, c'est que les marchés financiers sont un ensemble de règles du jeu autorisées par les États. Et les règles, ça peut se modifier. D'ailleurs, les règles du système monétaire et financier ont beaucoup changé au cours de l'histoire. Ainsi, entre 1945 et le début des années 70, les marchés financiers jouaient un rôle très limité en France, notamment pour ce qui concerne le financement de l'État. Après tout, le marché obligataire n'est qu'un système adopté par les États dans les années 1970 et ils pourraient très bien décider tous ensemble d'en changer. Il suffirait pour cela qu'ils se retrouvent tous lors d'un grand congrès international et qu'ils signent ensemble un accord pour changer de mode de financement des États en donnant aux États le pouvoir de créer et de détruire de la monnaie en fonction de certaines règles à établir ensemble. Vous pensez que cela n'arrivera jamais ? Bien, en vérité, cela pourrait arriver beaucoup plus vite que vous ne le croyez, car les États y ont tous intérêt, du fait de leur niveau d'endettement et des crises récurrentes liées au marché financier. Et par ailleurs, cela permettrait aussi au gouvernement de reprendre le pouvoir sur le système bancaire, dont ils sont aujourd'hui trop dépendants. Vous pensez que c'est impossible, car la finance est toute puissante. Mais en vérité, les banquiers, les investisseurs, les traders ne font que jouer à un jeu auquel on les autorise à jouer. Ils n'ont de pouvoir que parce que les règles du jeu leur donnent ce pouvoir. Si l'État change les règles du jeu dans l'intérêt général, ils redeviendront des citoyens sans plus de pouvoir que les autres, au service de la société. Car en vérité, notre plus grand ennemi, ce n'est pas la finance. C'est la croyance que la finance est toute puissante et qu'on ne peut pas changer les règles. Si on se croit impuissant face aux professionnels de la finance, alors c'est perdu d'avance et on leur laisse le pouvoir de décider de notre avenir. Notre pire ennemi est le sentiment d'impuissance et la résignation. Notre meilleur allié, c'est la conviction et la détermination. La seule façon de changer les choses, c'est de lancer un grand débat sur le mode de financement de l'État,
afin que la métamorphose du système monétaire et financier devienne incontournable et inévitable, et que nous puissions ainsi sauver les services publics et la sécurité sociale. C'est pourquoi je vous invite à partager le plus largement possible cette vidéo et à en parler autour de vous. Alors je sais que la disparition des marchés financiers est difficile à imaginer aujourd'hui, mais qui, en 1788, pouvait imaginer que la monarchie, qui régnait en France depuis plus de 1000 ans, tomberait à peine 5 ans plus tard? Alors qui peut affirmer aujourd'hui avec certitude que le système des marchés financiers n'aura pas été supprimé et remplacé par un système plus durable dans 5 ans? Si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau système de financement d'une économie durable, je vous invite à lire mon roman d'anticipation économique, Ecosophia, que vous pouvez acheter sur mon site www.bertrandsenet.fr. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez régulièrement de nouvelles vidéos dans lesquelles je proposerai des solutions systémiques innovantes pour relever les défis écologiques et sociaux présents et à venir.